Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, en direct et en public, à l'occasion de Connect Street Po, je suis très heureux de passer en revue avec des experts, des praticiens et des acteurs et présents, des Frenchies expatriés à l'autre bout du monde qui ont un regard, vous allez voir, extrêmement pointu sur les révolutions du commerce. Notre deuxième focus de la journée. Quels sont les nouveaux business models qui boostent la rentabilité du point de vente? Ce matin, nous parlions des leviers du Smart Shop hyper rentable. Et bien maintenant, on va effectivement voir comment ces boosters fonctionnent. Quand on a de l'argent, quand on en a moins, est-ce que c'est d'abord une culture, une philosophie? Est-ce que c'est une maîtrise de la technique? Est-ce que ça n'est qu'une question d'argent? On en parle avec nos invités. La première, Chloé Cortinovis, co-founder et managing director de Bienvenue. Elle se présentera dans quelques instants. Elle est en direct de Singapour. À la tribune, Daniela, bonjour. Daniela Leonini, Heureux les Curieux en 4 secondes. Heureux les Curieux, c'est quoi? Heureux les Curieux, en 2 mots, c'est un incubateur retail. Eh ben voilà, vous allez voir un incubateur pour transformer nos start-upers en acteurs au service véritablement de la performance. Et le booster du commerce, c'est votre quotidien. À vos côtés, Mathieu Darmandrel, bonjour. Shop Manager, Message in a Window. What that? Message in a Window. Nous commercialisons les vitrines de magasins pour des campagnes de communication. Eh bien c'est simple, voilà. Ça c'est un pitch très rapide. Et last but not least, Céline de Robillard, elle est à Hong Kong. Nous l'aurons en ligne. Elle va vous parler d'UX, l'expérience utilisateur, et de e-commerce. Ce sera dans quelques minutes. Mais tout de suite à la tribune, vous-même, Philippe, on est vraiment super heureux également de vous accueillir. Vous êtes souvent sur les plateaux de télé. Aujourd'hui, on vous a en vrai. Philippe Coy, vous êtes le président de la Confédération des buralistes. Et Dieu sait que dans votre domaine, il faut y aller, hein, les changements, la législation. On peut dire que votre quotidien n'est pas de tout repos. Le quotidien des buralistes n'est pas de tout repos, mais a un avenir certain. 24 500 entrepreneurs aujourd'hui qui vendent bien évidemment du tabac, mais pas que. C'est tout l'objet du plan de transformation que nous présentons d'ailleurs aujourd'hui à nos collègues du Béarn. C'est répondre aux usages de la consommation dans tous les points du territoire. Eh bien écoutez, merci à tous les trois. Vous intervenez quand vous voulez. On va commencer tout de suite avec Chloé. Chloé Cortinovis, donc co-founder et managing director de Bienvenue. Alors expliquez-nous déjà ce que vous faites à Singapour, ou alors nous autres Européens, on est parfois un peu autistes. Pour pas dire parfois, je vais pas dire un peu, voilà, on a l'impression qu'on a tout inventé, on sait tout faire. Est-ce que je caricature en disant qu'on est un peu naïf et que clairement aujourd'hui, quand on voit la vitesse de développement de l'Asie en général et de l'Asie du Sud-Est, on a intérêt à regarder ça de près et à aller piquer de bonnes idées sur votre continent. Chloé, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. Alors bonsoir pour vous et pour nous évidemment, oui, bonjour, puisque nous on est à l'heure du café. Hein. Soit de la sieste, soit du café, mais la sieste, il n'y a pas de risque. On a mis des tabourets comme ça, si certains s'endorment, ils vont se réveiller. Pardon, à vous Chloé. Donc Bienvenue Factory, en fait, nous avons fondé cette agence il y a 1 an. Pour inspirer justement les groupes européens et les marques qui souhaitent se développer en Asie. Et nous organisons de nombreuses retail expéditions sur plusieurs villes de l'Asie, donc Singapour, Shanghai, Séoul, Tokyo et Hong Kong, pour comprendre en fait toutes les facettes de l'Asie, les usages, les best practices, et bien sûr découvrir des concepts assez innovants et toujours spectaculaires quand on est en Asie. Superbe vocation, superbe mission. Alors, je crois qu'on va tout de suite se prendre une belle claque, Chloé, parce que vous nous avez préparé une petite vidéo. On va la passer en quelques instants et vous allez nous la commenter. Mais alors, expliquez-nous ce qu'est Funan et comment le digital s'y inscrit-il. Voilà, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo qui dure, je crois, 2 minutes 30. Alors, Funan, historiquement, c'est un mall qui est dédié à la technologie, qui était un des plus vieux malls en fait de Singapour et qui commençait à être assez poussiéreux. Et en fait, Capital Land, qui est une foncière qui détient à peu près 70% des shopping malls à Singapour, a décidé de le transformer complètement et a invité en fait des millennials à réfléchir à finalement quel serait leur endroit pour faire du shopping et pour vivre une expérience. Alors Pardon, c'est moi qui vous ai coupé, pardon. Merci pour ce regard. Je vous propose tout de suite, je vais lancer la vidéo et je vais vous laisser la commenter. Allez, c'est sans filet parce qu'aujourd'hui, il y a la technique partout. Voilà, c'est parti, on aperçoit les images et on vous écoute, Chloé. Alors, je crois voilà. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, il y a peut-être un petit décalage par rapport à l'image que vous avez à Singapour.
Je ne la vois pas, mais c'est pas grave, je la connais très bien. Alors allons-y. Là, on en est déjà au toit digitalisé avec les jardins, les pistes cyclables à l'intérieur, le smart car, Allez, je vous laisse la commenter. Donc Funan, c'est 82 000 mètres carrés en fait, qui a été complètement rénové et qui est un hub d'expérience qui réunit donc à la fois du retail, des boutiques, qui réunit des services, qui réunit du loisir avec un cinéma, avec une salle de concert, un mur d'escalade qui fait à peu près 15 mètres de haut, qui réunit aussi de la restauration. Je crois qu'on a une centaine de restaurants à l'intérieur, avec forcément un food court qui est le concept de l'Asie par excellence. On a des acteurs du bureau qui sont là avec WeWork. Vous allez voir, ou peut-être que vous avez déjà vu, donc sur les toits, un terrain de foot et en même temps un jardin qui permet d'alimenter en fruits et légumes un des restaurants du mall. Et puis, Funan accueille aussi le premier concept de co-living qui a été développé par Ascot et Citadine, c'est-à-dire un hôtel avec à peu près 70 chambres où vous pouvez réserver par une application soit un bureau pour venir travailler, soit une chambre pour venir dormir à Singapour une nuit, une semaine, 6 mois, avec une cuisine partagée, avec des salles de bain partagées, et on est vraiment sur une notion de communauté et de collectif. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans la vidéo. On en est en fait. De toute façon, cette vidéo, moi, j'ai regardé en préparant ce focus. Franchement, on est bluffé parce que, évidemment, il y a la technologie, mais je crois que vous avez prononcé 2 gros mots qui doivent peut-être être des leitmotifs pour nos invités aujourd'hui. Je vais également laisser réagir nos invités. Collectif, partage, vraiment cette expérience aussi. Vous n'avez pas encore prononcé ce mot. Voilà, si vous deviez résumer les ingrédients clés de cette expérience, Chloé. Alors, les ingrédients clés, c'est déjà du digital, en fait, qui est en amont, pendant et après le parcours client. En amont, parce qu'on peut réserver une place de parking, parce qu'on peut réserver un espace de coworking. Même à l'intérieur du mall, on a des petites capsules. Si on veut faire un workshop, on peut aussi réserver. Et je crois qu'on est en reconnaissance faciale. Pendant, parce qu'on est sur des directories qui sont complètement digitaux et avec une dimension 3D, donc hyper pratique. On a donc cette reconnaissance faciale. On peut avoir, alors à partir de janvier, il va y avoir une collecte des achats avec des robots qui vont venir centraliser tous vos achats pour que vous n'ayez pas vos sacs et ensuite vous venez les récupérer à la fin de la journée. Ou on vous les livre directement, j'imagine. Ou on vous les livre, voilà, ou vous pouvez les faire livrer parce qu'on est sur du click and collect dans les deux sens. En Asie, on est vraiment sur le online to offline et vice-versa. Et puis le après, c'est-à-dire qu'on est sur des gros programmes de CRM au niveau des marques. Le social network, parce que bien sûr, ce mall a été pensé pour être Instagrammable, entre guillemets. Donc, on a une communication et il faut savoir que les followers, en fait, par marque, aujourd'hui, sont des KPIs au niveau du commerce ici. Et donc aussi beaucoup de click and collect. C'est absolument bluffant. Juste rapidement, effectivement, une réaction de Philippe. Dernière question, puis après on ouvrira. Mais Philippe, vous voulez réagir à ce stade? Oui, c'est vrai que quand on écoute cette présentation, ça pourrait faire peur. Et on pourrait se demander, en tant que spectateur, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas notre dimension. Et je dis, oui, c'est notre dimension. Et c'est là où nous, commerce indépendant, commerce dans les territoires, nous devons puiser notre inspiration. C'est pas la dimension de notre entreprise, mais en tous les cas, ce sont les directions que demain, nous devons emprunter individuellement ou collectivement à travers les associations que nous représentons. C'est ça, vous le savez sans doute. Enfin, notre organisation organise chaque année au CES de Las Vegas, qui est l'endroit où tout sort, tout se produit, le village francophone. Même les buralistes de France seront au CES au mois de janvier. Écoutez, si vous y serez, prenons date, parce qu'on y voit les droïdes de livraison urbaine, on y voit, donc vous savez, c'est les D2R2, vous leur ouvrez le capot et vous vous retrouvez devant chez vous. On y voit plein de choses qui vont changer et qui sont accessibles pour toutes les villes. Donc vraiment, Philippe, ils sont au moins source d'inspiration et même un métier aussi traditionnel que celui du buraliste, vendre du tabac, c'est demain être plus près des besoins de consommation, des usages, et la digitalisation fait partie de notre quotidien. Ça peut vous surprendre, mais tous les produits sont dématérialisés. Or, le tabac chez le buraliste, que ce soit de la e-money, des recharges de téléphonie, des titres de transport, tout cela est notre quotidien, et nous sommes très intéressés à l'évolution de l'offre pour préparer non pas le buraliste d'aujourd'hui, mais surtout celui de demain qui sera contemporain et qui se veut être un commerçant d'utilité locale.
Écoutez, merci pour cette intervention, Philippe. Alors, on aura envie de vous, à vous toute seule, on pourrait vous garder 1 heure entière. C'est très frustrant, mais c'est aussi le principe. Dernier point, du coup, quels sont les premiers retours des marques présentes et des consommateurs sur ce nouveau concept qu'est Funan? Alors, le retour est quand même assez positif. Aujourd'hui, on compte à peu près 1,5 million de personnes par mois qui viennent à Funan. Pour vous donner une échelle, Singapour, on est à peu près sur 5,6 millions. Donc, on est à plus d'1 personne sur 5. On est sur des consommateurs alors qui viennent beaucoup en famille, parce que même si c'est un mall qui a été pensé par les millennials, moi j'ai fait l'expérience, finalement il s'adresse à tout le monde parce qu'on a à la fois des espaces pour se reposer, des espaces pour partager, de la restauration, enfin voilà, il y a vraiment un mélange d'expériences qui plaît à beaucoup. Donc on est plutôt sur des consommateurs âgés entre 20 et 45 ans avec, on va dire, un cœur de cible 25-39. Les marques, alors pour celles qui étaient déjà installées à Singapour, pour elles, ça a été un vrai levier pour renouveler la clientèle, voilà, avec une répartition 50-50, on va dire, entre les clients locaux et les touristes qui viennent à Singapour. Donc ça, c'était aussi une attente de ce point de vue-là. Et puis, une présence très importante sur les réseaux sociaux qui fait que le lieu attire. Des marques comme Dyson viennent de sortir leur tout nouveau concept. En fait, pour moi, c'est vraiment le retail de demain. Moi, je travaille dans le retail depuis une dizaine d'années. Et finalement, même si le digital est là, on vit une expérience humaine qui est assez riche et assez incroyable. Je crois que c'est tout le paradoxe de la thématique. On parle de digitalisation, de services complètement innovants, mais quelque part, le consommateur a besoin de ce lien humain. Je crois que la crise du pays, qui est depuis le mois de novembre dernier exprimée, dit bien que cet isolement, c'est bien le digital, mais j'ai besoin d'humain. Et j'ai la chance, avec les 24 500 buralistes, de représenter un réseau à taille humaine, non délocalisable, comme disait monsieur le député tout à l'heure. À nous de nous adapter aux nouveaux usages, aux nouvelles attentes des consommateurs et d'être contemporains. Merci Philippe pour cet exemple. Merci Chloé, on vous laisse. En tout cas, merci d'avoir su trouver du temps. Et je peux vous dire, puisqu'on organise beaucoup de learning expedition aujourd'hui plutôt vers l'Amérique du Nord, eh bien que vous nous avez plus que titillé et je vous fiche mon billet que d'ici 12 mois, on va venir vous voir en Asie du Sud-Est. Alors préparez-nous de beaux exemples et à très bientôt Chloé. Un grand merci à vous. À très vite. Merci beaucoup. Venez en Asie vous inspirer. On sera là, le rendez-vous est pris. Merci Chloé Cortinovis, donc co-founder, managing director de Bienvenue. Vous retrouverez ses coordonnées et évidemment la vidéo de Funan sur le site de la manifestation. Alors on continue avec vous Philippe, vous êtes déjà intervenu, mais à ce stade, effectivement, on a parlé de nouveaux business, de nouveaux usages. Alors vous êtes sur tous les fronts, parlez-nous un petit peu de tout ce que vous faites. Effectivement, la nouvelle identité, les deals avec la SNCF, allez, tour d'horizon rapide qui illustre aussi ces tendances. Sur tous les fronts, je ne sais pas, on est surtout en train d'imaginer un réseau de proximité utile pour l'économie de nos entreprises et utile dans le quotidien des 10 millions de Français qui fréquentent notre réseau. C'est quand même un Français sur 6. Tout à l'heure, l'exemple avec Singapour, c'était 1,6 million de visiteurs sur 6 millions qui habitent à Singapour. Le réseau des buralistes accueille 10 millions de Français par jour et nous sommes aujourd'hui contraints de nous adapter. La vente du tabac est une économie baissière, qu'elle soit le fruit d'une politique de santé publique avec une fiscalité, et quand on est buraliste à l'Escar comme moi, ou à Navarinx comme Jérôme qui est dans l'assistance, bien évidemment vous pouvez aller vous acheter ce produit en Espagne moins cher, mais en tous les cas le buraliste c'est pas que la vente du tabac, c'est de la presse, c'est du service et c'est tous les objets que nous avons su développer cette année avec les grandes entreprises comme la SNCF qui a un souhait de rendre la mobilité plus accessible avec une conquête de 200 000 voyageurs. Et je pense que le réseau des buralistes peut être un levier pour se rapprocher de la mobilité et répondre aux attentes des consommateurs, tout comme l'encaissement des fiscalités qui viennent d'être confiées au réseau des buralistes à partir du 1er janvier. C'est toujours plus de services. Ce n'est pas renier notre ADN. Non, mais c'est juste savoir évoluer avec, être contemporain. L'expression aujourd'hui, commerçant d'utilité locale, ça a été, je dirais, la résolution prise au Congrès qui s'est tenue la semaine dernière, parce que nous voulons incarner cette proximité, ce service, encore plus d'économie aussi pour nos entreprises. Parce qu'on n'est pas des bons Samaritains non plus, on est avant tout des entrepreneurs comme vous ici, et l'économie, c'est aussi ce qui nous guide dans notre quotidien. Eh bien, un grand merci pour cet éclairage. Vous intervenez, je dirais, quand vous le souhaitez. Ça, il ne faut pas me le dire parce que sinon, je ne lâche pas le micro. Et d'ailleurs, Philippe, tout à l'heure, vous avez dit chez vous. Vous avez dit, oui, c'est vrai que en plus, je salue cette initiative. Vous Ouais. avez dit juste tout à l'heure,
ça dépend de l'argent. Non, c'est surtout la bonne volonté de chacun, de chaque entrepreneur qui peut, selon ses moyens, entreprendre une vision différente. Il n'y a pas que l'argent pour réussir, il y a aussi l'initiative et surtout l'audace. Eh bien, vous avez, merci de le rappeler. Allez, on va, je vais maintenant me tourner vers vous, Mathieu, Shop Manager. Donc là, vous nous avez préparé, vous également, une vidéo. Qu'est-ce que vous nous avez préparé comme exemple? Alors, comme je disais tout à l'heure en présentation, nous commercialisons les vitrines de magasins auprès de marques et d'annonceurs. Et en fait, comme ici, on est quand même très axé commerçant, on va vous passer une petite vidéo sur des témoignages de commerçants qui travaillent avec nous. Et après, je pourrai répondre aux questions et vous parler un petit peu plus de ce qu'on fait. Mais d'abord, allez, on va laisser témoignage. les images. Alors, je sais pas si... Voilà, c'est parti. Ah. Alors, bon, heureusement qu'il y a les sous-titres. voilà, il y a le sous-titre. Bon, en fait, Alors, je vous laisse nous les commenter, du coup. oui, voilà. Donc, on a quatre commerçants qui nous parlent un peu de leur expérience avec nos services. Ces 4 commerçants, il se trouve que ce sont des cavistes parce que depuis 4 ans que l'on existe, on a fait un peu toutes nos références sur le milieu des vins, champagnes et spiritueux, parce que notre fondateur avait travaillé dans ce milieu-là pendant des années. L'intérêt de Message in a Window se traduit en 4 cas d'usage. Le premier, c'est pénétrer de nouveaux points de vente, permettre à des marques de rentrer dans des nouveaux commerces. Deuxième cas d'usage, c'est activer des points de vente existants, c'est valoriser le partenariat avec certains commerces déjà partenaires. Troisième cas d'usage, c'est toucher des audiences difficiles d'accès. Notre système de commercialisation, de location de vitrines permet d'aller dans des endroits très reculés, très ruraux, dans lesquels les médias ont du mal à venir communiquer. Et le dernier exemple, et je les détaillerai un petit peu après, c'est générer du drive to store, drive to monument, drive to event, puisque là aussi, on peut être extrêmement ciblé et on peut faire une campagne dans une vitrine directement dans le quartier qui est à mettre en avant. Par exemple, je vais prendre juste un exemple. Il y a un Leroy Merlin qui a ouvert à Paris la Madeleine et on a fait une campagne de communication dans les commerçants du quartier de la Madeleine indiquant, voilà, dans 15 jours, un nouveau flagship store va ouvrir à la Madeleine. Donc voilà, on fait ce genre de choses. Les audiences difficiles d'accès, je prends l'exemple de l'opérateur Orange qui lance la 4G un petit peu partout en France et y compris dans des zones assez reculées. Et bien là, nous, on est capable de faire passer l'information dans l'unique salon de coiffure d'un petit village de 400 habitants. Voilà, les gens passent devant la vitrine, ils sont au courant que la 4G arrive. Le passant, le client peut discuter avec le commerçant, il y a un petit peu de lien social. Le commerçant, lui, il y a une chose très importante, c'est qu'il est rémunéré. On lui loue sa vitrine de magasin, donc il est rémunéré. C'est un nouveau revenu qui est apporté aux commerçants. C'est la valorisation d'un actif qui n'est pas du tout pris en compte dans la majorité des cas. Hein. La vitrine, c'est quelque chose qui ne coûte rien aux commerçants et qui est pas toujours extrêmement bien mis en valeur. Bon, ben voilà, nous, on peut valoriser. C'est un nouveau revenu pour les commerçants et une source potentielle de rentabilité supplémentaire. Écoutez, merci. Si on devait vous élargir la question à tous les nouveaux business models, aujourd'hui, si vous deviez donner un conseil à nos invités, les nouveaux business models, je suis commerçant, je vais vers quoi? Les nouveaux business models. Ouais, oui, les nouveaux business models qui vont booster la rentabilité du point de vente. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que on n'est pas dans le online, on n'est pas trop dans le digital non plus. Nous, on est vraiment aujourd'hui dans l'animation de vitrines. C'est du physique, hein, c'est des adhésifs, des mises en scène en 3 dimensions. On peut faire un petit peu de digital, mais c'est pas du tout notre cœur de métier. Donc c'est vraiment du visuel, c'est être
à 0 mètre du point du point d'achat, quoi. On est dans la vitrine, on rentre dans le magasin et il y a le produit qui est mis en valeur. C'est directement disponible. contextuel. Vous restez avec nous jusqu'à ce soir. Pour ceux qui sont avec nous à Pau, on pourra avoir des démos. On a un stand. Vous avez un stand. Merci pour cet éclairage. Allez, on passe à vous, Daniela. Donc, rebonjour. Alors, allons-y. Dans votre cas, alors voilà, un peu de son en régie. Collez bien le micro. Voilà. En régie, si on peut avoir un peu plus de son, sinon on va changer de micro. Allez-y, on retente. Donc, je voulais ajouter un commentaire à ce que vous avez dit. C'est que finalement, vous dites le magasin, c'est quoi? Le magasin, c'est de la communication. Il est là pour communiquer. Et parce que moi, je vais donc passer à un autre sujet est Heureux les Curieux, donc le magasin que je représente aujourd'hui à Pau, qui est en fait un modèle un peu unique de pop-up store. Voilà, c'est pas vraiment un pop-up store, mais il accompagne finalement les marques à faire des pop-up stores. Et de quelle façon donc il le fait? Quand vous louez un espace pour un pop-up store, vous louez uniquement un espace, alors que donc Heureux les Curieux s'occupe de tout ce qui est finalement inhérent au retail physique, c'est-à-dire une vendeuse dans le concept, un système de caisse, voilà, tout ce qui est où vous devez réfléchir finalement à mettre en place dans le point de vente. Et nous on appelle ça no brain, parce qu'il faut que le commerçant qui vienne faire un pop-up store, qui veut communiquer ou tester un marché chez Heureux les Curieux, il doit pouvoir le faire d'une manière la plus simple possible et pas uniquement en louant un lieu. Et donc, qu'est-ce qu'on offre dans ce lieu? Alors, justement, allons-y, voilà, parce que là, je crois que vous avez vraiment on offre toute de l'expérience client. Donc, on va dire les 3/4 de la surface, donc c'est un lieu qui est sur 2 niveaux, sur tout ce qui est en avant du magasin, sert à raconter les marques, sert à vous faire rentrer dans le storytelling des marques, et sert à raconter une histoire. Et c'est ça qui, en fait, est du terme de l'expérience. Voilà, un pop-up store, c'est quelque chose d'éphémère. Alors, comment est-ce qu'on rend ça pérenne? Parce que c'est vraiment important, parce que souvent, quand on est dans une dynamique groupée de commerçants, il suffit d'un magasin, 2 magasins, 3 magasins dans une rue qui, au même moment, cesse leur activité pour que toute la rue en subisse. Donc, avoir la culture du pop-up store, c'est fondamental. Alors, je vous rends la parole. C'est fondamental. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui rend pérenne? Là, c'est une enseigne parce qu'elle s'appelle Heureux les Curieux, mais dans laquelle on vient mettre une marque. Vous avez une vendeuse, qui est toujours la même, donc qui connaît toute l'histoire du magasin. Et ça, c'est le physique. Et vous venez aussi en magasin pour rencontrer des gens, pour parler, pour communiquer. Et qui connaît l'histoire et donc qui saura la marque qui est là avant et qui peut vous parler de la marque qui vient après. Vous avez un site internet dans lequel on ouvre des chapitres à chaque fois qu'une nouvelle marque ou qu'une nouvelle histoire s'inscrit dans le lieu. Les réseaux sociaux, pour faire venir finalement les clients en magasin et commencer à construire une communauté. Heureux les Curieux n'existe que depuis 1 an et demi. Et donc, oui, certes, on a fait parler des jolies marques, Maison 1, 2, 3, Bangé-Olufsen, Vuarnet, mais il y a des pour de bon, par exemple, une plateforme de commerce de bouche. Voilà, tout peut se parler, tout peut se raconter finalement en magasin. Aujourd'hui, les clés de réussite d'un pop-up store, donc là, vous en avez cité quelques-unes. Si on élargit à tous les métiers, la nourriture, en fait, etc. On vous nomme responsable de la redynamisation pour réenchanter un centre-ville. Vous avez 3-4 beaux commerciaux. Qu'est-ce que vous nous faites? Comment vous nous sauvez tout ça, Daniela? Comment je vous sauve? D'abord, je les fédère, je pense. Et puis, il faut prendre... je les fédérerai. Alors, vous fédérez les commerçants qui sont déjà sur place, oui. Plus ceux qui arrivent? Plus ceux qui arrivent, oui, tout à fait. Je pense que le digital a fait cette ère où, justement, on vient à Pau pour raconter. Vous allez aller à New York. Voilà, on est dans du dialogue maintenant. C'est également les réseaux sociaux qui ont ouvert cette façon de dialoguer les uns aux autres, d'ouverture, et on prend des best practices. Ce qui marche chez les uns, on le met un petit peu chez l'autre, et vice-versa, en fait. Et c'est comme ça qu'on va réinventer le commerce. C'est le croisement, c'est le mélange. Exactement, tout ça, finalement, depuis ce matin, on parle pratiquement que d'humain. Le mélange, le partage, le collaboratif, le fait, effectivement, de créer plus d'humains. Ça vous parle, Philippe? Je vous vois. Allez-y, n'hésitez surtout pas. Ça me parle parce que depuis tout à l'heure, on cite des bonnes pratiques liées au digital.
mais qui se raccrochent à l'humain et au réseau physique. Parce que si on est bien présent aujourd'hui, c'est qu'on est des commerçants vraiment inscrits dans le durable et dans le physique. Mais le digital, c'est pas un ennemi, c'est un allié aujourd'hui qui doit ramener du client, qui doit donner plus de visibilité, qui doit étendre. On parlait de vitrine avec votre système, mais qui va au-delà que le magasin simple. Le digital, c'est ouvrir le monde de l'offre à de nouveaux chalands qui ne sont pas forcément dans la rue où on se trouve, mais qui va vers l'extérieur. Et plus on est digitalisé, plus on a besoin d'humain. Du physique, d'humain, exactement. Regardez toutes les grandes enseignes. 80% des ventes se font en physique, il n'y a que 20% en digital pour l'instant. Et je dirais que pour nous, Réseau des Buralistes, c'est presque une opportunité parce que je lisais en arrivant ce matin qu'aux États-Unis, pour cette année, pour les cadeaux de fin d'année, le commerce digital serait en nombre d'achats plus important que dans le réseau physique. Et notre réseau de 24 500 buralistes, c'est aussi 24 500 points de contact. Et acheter sur le digital, c'est très bien. Il ne faut pas avoir peur d'y être présent. Oui. Il faut récupérer le colis. Et pour nous, c'est une opportunité pour assurer du flux client également, avec l'amplitude horaire et cette relation au quotidien. C'est du contact avec les visiteurs, c'est un sourire, c'est le fait de dire je vais chercher mon colis, je suis dans un environnement sympa, il y a d'autres produits, il y a d'autres expériences, parce que c'est vraiment le mot-clé aujourd'hui, expérience. L'expérience client, c'est le bien-être, c'est l'accueil, c'est le petit mot qui fait la différence, c'est cette chaleur humaine. Et moi, ça me fait rire. Je me considère pas comme un vieux ringard. Je suis hybride entre les générations tout digital et l'ancien monde. Mais on a bien besoin de cette relation. On le voit de plus en plus, que pas seulement chez les seniors, même les millénials aujourd'hui ont besoin de ce lien. Et c'est pas parce que vous avez 200 amis sur Facebook que quand vous allez crever la roue de la voiture, vous aurez des amis pour venir. Et cette relation humaine, on doit la cultiver. C'est notre patrimoine, c'est notre ADN aussi de commerçant de proximité. Eh bien écoutez, merci à tous les trois. On vous reste avec nous, c'est loin d'être terminé. Enfin, il nous reste encore quelques minutes. On va maintenant pouvoir se rendre un petit peu encore à nouveau de l'autre côté de la planète pour rejoindre. Elle est avec nous en régie, Céline de Robillard. Alors, si on peut avancer un petit peu, puisqu'on est... Voilà. Bon, mais c'est pas grave. Si on peut contacter Céline, c'est l'heure. Bon, j'ai encore plein d'autres questions. Alors, on parle des nouveaux business models qui boostent la rentabilité. Est-ce que vous avez, vous, dans vos... Alors, je me tourne vers Daniela, mais vers chacun d'entre vous, un petit peu des exemples qui vous servent un petit peu emblématiques sur lesquels il y a vraiment beaucoup de bonnes idées pour nos amis commerçants. Où est-ce qu'on va piquer les bonnes idées en ce moment ? Pour reprendre l'idée de Heureux des Curieux et du pop-up store et d'un magasin pour lequel j'ai travaillé pendant 5 ans, qui en fait a un peu révolutionné la façon de faire, c'était un magasin à événements, c'est-à-dire que tous les mois, on présentait et on mettait en avant un événement différent. En fait, le digital et l'époque vers laquelle on va, on a envie de changement. Donc ça peut être juste un produit, mais rapporter, si vous 12 mois de l'année, vous rapportez 12 produits différents à vos clients, c'est aussi une façon de booster en fait votre magasin physique pour donner envie aux gens d'y revenir à chaque fois, de lisser votre chiffre d'affaires parce que vous le lissez par rapport à des événements et non pas, j'en sais rien moi, au solde, à la fête des mères, à la Saint-Valentin, mais vraiment des produits que vous proposez à vos clients. Voilà, moi je pense que ça c'est un business model qui marche. Quelques photos également. Je crois qu'il faut théâtraliser l'offre pour la rendre vivante et transformer le consommateur qui est de moins en moins fidèle aujourd'hui. C'est une consommation de zapping. Aujourd'hui, je suis là. J'ai vu une nouveauté sur le digital. J'ai envie de la retrouver dans mon quotidien et on devient des consommateurs. Et pour cela, il faut que l'offre soit au rendez-vous et qu'elle soit attrayante et ne pas verser dans la lassitude du commerce traditionnel. C'est peut-être tout l'inconvénient d'être un commerçant indépendant quand on n'est pas un franchisé où il n'y a pas d'animation générée par la marque. Quand on est indépendant, on est indépendant. C'est une qualité ou un défaut. On peut s'appuyer sur les services d'une chambre de commerce comme c'est le cas ici en Pau-Béarn pour aussi donner cette dynamique et s'inspirer des bonnes pratiques parce qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises leçons à tirer ici ou là, il y a surtout des bonnes pratiques à partager. Oui, bonnes pratiques. Question par rapport aux idées reçues maintenant. Nos amis commerçants, s'il y a une idée qui vous paraît encore trop fortement ancrée dans l'esprit de bon nombre de commerçants et qui aujourd'hui pour vous n'a plus lieu d'être,
qu'il faut vite se dépêcher d'abandonner. Le digital n'est pas notre ennemi, c'est notre allié. Le digital est un allié pour faire plus d'humain, si je poursuis un petit peu, c'est ça? Pour ouvrir son champ du possible de la rue marchande, parce que on a tous, je suis sûr ici, vous avez tous un smartphone et que vous avez à un moment ou à un autre consommé avec votre smartphone. Moi, qui suis pas de la génération de tout smartphone, j'ai pris ces habitudes parce que la société est comme ça, il faut savoir l'accompagner et non pas la combattre. C'est un peu comme le vieux démon de commerce de proximité urbain, centre-ville et commerce de périphérie. On a trop longtemps voulu nous opposer. J'ai été longtemps président de l'Escar Soleil et il y avait l'association ici Pau Commerce. On voulait nous opposer alors qu'on avait une complémentarité. Et je crois que le digital n'est pas notre ennemi, c'est notre allié. Et même quand on est buraliste, même si le tabac n'est pas légal sur Internet, je rassure tout le monde, mais en tous les cas, nous pouvons avoir des vitrines, ne serait-ce que déjà pour informer ce que le consommateur peut trouver dans le point de vente. Autre idée reçue, est-ce que certaines vous viennent un petit peu, c'est-à-dire je dirais des adages du commerce qui finalement aujourd'hui ne sont plus tout à fait vrais et d'autres tendances qui vous paraissent importantes maintenant? Daniela, Mathieu, ouais. Moi, je pense que le commerçant ne fait que se réinventer. Il doit continuer à être comme ça. C'est une réinvention, une ouverture permanente. Sur le monde. Dans un monde qui va de plus en plus vite. De plus en plus vite. Exactement. Okay. Et pensez qu'on ne fait pas du commerce pour soi, mais on le fait pour ses clients. Autres. Et des fois, on aurait trop tendance à dire non, c'est pas mon usage, c'est pas mon habitude, mais c'est pas moi le client, c'est moi le vendeur. Et par contre, comment je réponds à ce client qui aujourd'hui rentre pour la première fois ou depuis peut-être 10 ans dans mon établissement et qui a connu d'autres expériences ailleurs et qui doit retrouver même dans un réseau traditionnel comme le réseau des buralistes. Ok, on est en phase. Alors ça y est, maintenant, Céline de Robillard est avec nous. Elle est en ligne depuis Hong Kong. On part, effectivement, de l'autre côté de la Terre. Bonjour Céline, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour, je suis avec vous. On est ravis, merci, parce que normalement, vous deviez être vous aussi à Singapour. Je crois que vous avez su il y a peu de temps, vous étiez à Hong Kong. On n'était pas sûr de vous avoir en direct. Vous nous aviez enregistré également une petite vidéo, je crois. Alors, effectivement, vous allez nous parler, vous, d'expérience client sur des sites de e-commerce. On appelle ça l'UX en anglais. Alors, un consommateur de plus en plus connecté, Philippe l'a évoqué. Qu'est-ce que ça vous parle et qu'est-ce que vous nous avez préparé comme focus aujourd'hui, Céline? Je vous laisse d'abord vous présenter. Tout d'abord, et j'aurais dû commencer par ça, je vous laisse vous présenter, Céline. Donc je suis Céline, travaille chez Viséo. Donc Viséo, c'est une entreprise de conseil en IT et notamment moi personnellement, je travaille plus sur le user experience et sur le digital commerce. Donc la mise en place des sites et de toute l'omnicanalité qui vont avec les sites e-commerce. Donc aujourd'hui, en fait, l'objectif, c'est pas forcément de vous parler de la user experience sur les sites, mais c'est de comment, grâce au online, on peut faire revenir aussi le client dans les magasins. Très bien. Donc, alors justement, un consommateur de plus en plus connecté. La question est simple, comment faire revenir l'acheteur online dans les points de vente, si pour vous c'est un enjeu majeur, et comment on fait notamment du côté de Singapour, de Hong Kong et de toute l'Asie? Alors, je voulais commencer par vous donner quelques chiffres. Si vous regardez le premier slide. Voilà, donc ça va apparaître dans quelques instants. Voilà, allez-y, à commencer et je vous rejoins dans quelques instants avec la belle présentation que vous nous avez préparée. Allez-y. Je crois qu'il y aura un petit décalage. Si vous suivez le YouTube en direct, il y a quelques secondes de décalage. On vous écoute. Et je vais demander en régie de faire apparaître les éléments présentés. Voilà, c'est le slide numéro 2. Donc en fait, c'est juste pour montrer que même en France, le consommateur est de plus en plus connecté. Donc, oui, vous dites même en France parce qu'il est bon de le rappeler, on est loin d'être les plus connectés au monde. Hein. Voilà, en Asie, le consommateur est très connecté, mais en Asie spécifiquement, le consommateur est connecté sur son mobile, bien plus qu'en Europe. Donc pourquoi faut-il s'intéresser aujourd'hui au online? Parce que le consommateur est de plus en plus connecté.
Par exemple, en France et en Europe, le e-commerce venu d'Amérique, tel Amazon, a fait beaucoup de mal, je pense, aux commerçants. Mais du coup, il a créé des habitudes chez les consommateurs et on ne peut pas les négliger. Donc, les quelques chiffres que je peux vous donner, que vous devez voir à l'écran probablement, c'est que le chiffre d'affaires du e-commerce a été à peu près multiplié par 4 depuis 2009. En 2018, il existait 200 000 sites e-commerce en France de toute taille. Donc, en général, même si une enseigne n'a pas un site e-commerce, il est important d'être visible en ligne parce que 81% des consommateurs font des recherches en ligne avant d'acheter. Donc, s'ils n'achètent pas forcément en ligne, ils vont quand même venir en ligne pour vérifier les marques ou acheter au meilleur prix, etc. Un e-acheteur français va réaliser en moyenne 33 transactions online par an, donc ce qui est pas mal. Et c'est là où l'Asie est très spécifique, mais l'Europe n'est pas en reste. Le e-commerce n'est pas que sur PC, il se fait amplement sur mobile. Et en 2020, vous allez avoir 45% des achats online français par mobile. À Singapour, on en est déjà à plus de 50% en 2019 et ça n'arrête pas d'augmenter. Donc la tendance, elle est très claire. Alors justement, par rapport à ces enjeux, le consommateur de plus en plus connecté, eh bien comment on fait revenir l'acheteur online dans les points de vente? C'est toute la question. Exactement. Donc la deuxième, la slide suivante vous montre elle apparaît, que voilà, elle va apparaître. Pour faire revenir l'acheteur online en boutique, vous avez plusieurs possibilités. Donc qu'on a découvert, que moi j'ai découvert en Asie, mais je sais qu'elles existent également en Europe. Peut-être moins fort dans certains, peut-être moins fort pour certaines en France. Par exemple, le click and collect, qui est un excellent moyen d'attirer le client en point de vente, parce que en fait le client arrivait donc en point de vente. En fait, le concept est il achète en ligne et il vient chercher son colis en point de vente. Et en fait, ça l'attire donc dans le point de vente et ça peut lui faire acheter en plus et le ramener, effectivement, lui redonner ce goût du point de vente. Mais pour faire ça, il faut qu'il trouve son intérêt. Si vous lui proposez le même service pour la livraison et pour aller chercher en point de vente, il préférera la livraison parce que c'est chez lui, c'est plus pratique. Donc du coup, s'il trouve un intérêt, ça va lui donner envie d'y aller. Donc c'est pour ça que le service doit être gratuit. Par exemple, contrairement à la livraison payante, il doit être rapide. Et à Singapour, on a l'exemple de Decathlon qui propose le retrait en 2 heures dans un de ses magasins. Donc on achète en ligne et en 2 heures, on obtient sa commande dans un magasin. C'est hyper pratique, c'est rapide. Et le magasin, on choisit lequel on veut. Donc ça peut être un magasin qui est plus proche, qui est proche de lui, proche de chez lui. Ensuite, allô ? Oui, non, j'ai cru à l'instant où vous avez perdu, mais vous êtes bien là. On vous écoute, Céline. Oui, pardon. Ensuite, après, ce qu'on peut arguer, c'est que, par exemple, les horaires sont plus flexibles. Par exemple, en France, on peut dire que les horaires d'un magasin sont peut-être plus flexibles qu'à la poste, il y aura moins la queue, etc., etc. Aussi, il y a une autre solution qui peut être, ce que fait Decathlon à Singapour encore, qui est un bon exemple d'un Decathlon à Singapour, mais il donne la possibilité de vérifier son achat et d'aller essayer. Par exemple, si vous avez acheté des chaussures ou des vêtements, vous pouvez les essayer sur place et les retourner directement sans avoir à repasser par la poste pour avoir sans passer par la poste pour renvoyer son C'est du click and collect avec essai sur le point de vente. Et j'imagine possibilité de faire des ventes additionnelles, des accessoires, etc. Donc un magasin d'accessoires de mode étant intelligemment point de click and collect de marques de mode complémentaires à son assortiment pour finalement gérer du trafic qui non seulement, à l'heure où certains payent de la com pour avoir du trafic, dans ce cas-là, c'est du trafic qui rapporte. C'est un exemple, si je le théorise un petit peu. Exactement, c'est exactement ça. C'est que en fait, ça devient du trafic à valeur ajoutée, naturel et effectivement on peut voir que
24% des retraits, en général, s'accompagnent d'un achat en boutique. Naturellement, sans avoir à... Voilà. Très bien. Donc, ça fait du upselling. Ouais. Une façon de Alors, penser, une réaction de Daniela en régie. C'est une façon de penser client first. Donc, Le client, ouais, c'est ça. le client est en premier, donc qu'est-ce que je lui propose de mieux finalement, C'est ça. moi en tant que point de vente. Client first, on sera tout à Exactement. l'heure avec New York connecté. On parle beaucoup aussi de client-centric. C'est ça, vraiment tourner autour du client, quel est son besoin. Et finalement, ça n'est que presque que du bon sens, mais c'est le digital qui le permet. Très bien. Sur la partie refaire venir, et donc effectivement, à la dernière question, Céline, comment, enfin moins que j'ai oublié des éléments sur le point précédent, comment on crée une expérience online et offline cohérente? Alors, Enfin, du online vers le offline, vers le point de vente finalement. Hein. oui, c'est ça. Finalement, alors concrètement, ça va se constituer comment? Déjà, il va falloir créer un site e-commerce en se disant, en fait, je crée mon site e-commerce, comme ça, je vais peut-être être capable d'aller concurrencer un Amazon qui prend de la place. Je ne prendrai pas sa place, mais j'essaierai au moins de jouer sur le même terrain. Donc, je crée mon site e-commerce. Donc, quelque chose que je voulais dire sur la création d'un site e-commerce, c'est que ça ne coûte pas si cher, contrairement à ce qu'on pense, et que, par exemple, si vous êtes plusieurs commerçants soit dans un centre commercial ou dans une rue, dans une rue commerçante, vous pouvez vous regrouper pour créer un site e-commerce. Alors évidemment, on parlait tout à l'heure du bar tabac. Le bar tabac, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de créer un site e-commerce, mais créer un site e-commerce ne coûte pas si cher, et si on se regroupe entre commerçants, on peut réussir à faire à quelque chose d'intéressant, et ça coûtera beaucoup moins cher de mutualiser les coûts. Et derrière ce site e-commerce, Voilà, Oui. une réaction de Philippe. J'aime bien votre parallèle avec le regroupement de commerçants. Nous sommes, en train de mener une expérimentation sur le click and collect, parce que je crois que ça fait partie des nouveaux usages. Le consommateur a plus de temps des fois pour les achats, je dirais, qui ne sont pas les achats plaisir, mais les achats du quotidien. Et le click and collect répond à cette démarche. On l'a bien vu avec l'émergence des drives. Hein. On fait les grosses courses au drive, et les achats plaisir, les achats familiaux, on les fait dans un autre temps. Donc le click and collect répond à ce mode de consommation, et on est parti d'un constat, c'est que souvent le buraliste est le commerce qui ferme le plus tard dans la rue, dans le quartier ou dans le village. Et nous lançons une expérimentation où, avec des commerçants d'un village en l'occurrence, pour répondre à une désertification rurale de l'offre, on fait un point de convergence chez le buraliste qui ferme à 19h, 20h, 20h30. Et les commerçants ont mis en commun un site où le consommateur fait ses achats, le commerçant va déposer, je dirais, la commande chez un buraliste, que ce soit des produits secs ou des produits alimentaires avec un frigo à disposition. Et on crée une émulation dans la rue, dans le village, avec un point de collecte, et on reste moderne. Ça, Et c'est un une point des de tendances. rencontre. C'est ça, un point de rencontre. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique tendance forte. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est chacun son loyer, chacun son commerce, et surtout, on collabore pas, etc. Là, on est vraiment, et on voit que les modèles gagnants sont ces modèles collaboratifs. On est au cœur du sujet, là. Mais regardez Airbnb. Tout à fait. Aujourd'hui, on a une expérimentation, nous, avec Airbnb. On en pense qu'on en veut, mais en tous les cas, c'est un nouvel Ah, c'est usage incontournable. de toute la façon. consommation. Et on est parti d'un constat dans le plan de transformation qu'on conduit avec les équipes. Louer son logement, c'est bien, mais il y a un point indéniable, c'est récupérer les clés. Et le commerçant de proximité peut être ce tiers de confiance. Et nous lançons d'ailleurs une expérimentation sur le sujet Et on a bien liaison compris. entre le digital et le réseau physique. Et bientôt, on a bien compris, Philippe, que lorsqu'il va chercher les clés, bien, on va lui proposer les produits frais du commerçant du quartier en dehors des heures d'ouverture du commerçant, etc., etc. On voit bien les logiques qui s'enchaînent, qui elles sont collaboratives. Voilà, par rapport au gars qui a fermé le primeur, il a fermé à 18h et puis terminé. Ben non, Et c'est on pas voit bien terminé. aussi l'appétence aujourd'hui d'une consommation identifiée. Les circuits courts reviennent de plus en plus. Alors je ne vais pas C'est parler ça. du bio, mais consommer bien, consommer son territoire. Et J'arrive là, à- les uns et les autres, on a une part de responsabilité pour mettre en avant et faire, je dirais, de l'économie circulaire
en vendant son territoire et des produits J'arrive qualité. à Frontignan, pour citer le territoire adoré de C'est quelqu'un pas pour le ici même. Frontignan. Hein. Eh ben justement, je viens pour découvrir la culture locale, je vais chercher mes clés et j'ai un welcome pack, comme disent les anglo-saxons, avec les produits locaux qui coûtent pas cher, qui m'est proposé, voire même un petit chèque offert par l'Office du tourisme avec des animations et tout ça dans son bureau. Enfin, on fait un exemple, je dirais presque de créativité en direct, mais qui montre que ces modèles collaboratifs sont... C'est pas Ouais. imaginatif, c'est une réalité parce que aujourd'hui, je crois que le défi du commerce et l'animation des territoires, c'est une co-responsabilité, une coproduction. C'est ça. Nous, les commerçants, le monde consulaire et les élus locaux. Et c'est toute une chimie qui doit se composer pour que le territoire soit en dynamique avec une offre culturelle, une offre commerciale, une offre de terroir, une offre d'authenticité dans un réseau physique avec le soutien du digital. J'ai au premier rang la responsable de la fabrique des Jolis Mômes. Elle sera au Jolis Mômes qui sera récompensée. Je vous fais un petit scoop. En tout cas, je vous dis pas quel prix, hein, mais ce soir, ça vous parle ce qu'on dit. Vous voulez pas venir témoigner 20 secondes? On a l'invité surprise. Je crois qu'on peut vous accueillir par rapport à ce côté impératif de collaborer et d'essayer d'être ouvert sur un écosystème. Vous voulez peut-être témoigner? Venez vite nous rejoindre. Vous voulez réagir également le temps que, eh bien, veniez nous rejoindre, Daniela, sur ce sujet-là. Mathieu aussi, on vous a pas entendu, vous n'hésitez pas. Hein. Alors, on vous écoute. Bonjour, bonjour à tous. Ne soyez pas timide. Bonjour. Allez-y, on vous entend, Mais oui, c'est vrai que ça me parle tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, puisque moi je tiens une boutique à Morlas. C'est un concept store créateur, atelier, brocante. Précisons le nombre d'habitants pour ceux qui suivent nos émissions à distance. Je pense qu'ici tout le monde connaît. Voilà, mais il y a à peu près 4000 habitants. Voilà, 4000 habitants. Avec beaucoup de petits villages autour. Donc voilà, c'est une boutique avec que des créateurs locaux, des artistes que je mets en lumière. Et c'est un lieu de partage, d'échange aussi. Puisque c'est vrai que mon commerce de proximité, c'est de proposer des articles uniques, originaux, de créateurs, de mettre en lumière le savoir-faire local, artisanal, et de coupler, comme vous le disiez si bien, le digital aussi, puisque je suis très Comme ça, si vous bougez la tête. très active sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Mais c'est vrai que le lien social, le partage, les échanges, c'est irremplaçable. C'est irremplaçable, précise c'est mon Daniela. quotidien, c'est la passion du métier, l'amour du métier. Hein. C'est très important, l'aspect humain que vous avez couplé au digital. Et je me retrouve vraiment complètement dans tout ce que vous avez dit. En tout cas, je refais un rang. Merci beaucoup pour ce témoignage improvisé. Merci. Hein, vous avez vu que l'esprit de ces rencontres. Voilà. Merci pour vos applaudissements. Et là, j'en profite pour emmêler tous les fils des micros. Je pense que votre témoignage est assez éloquent. Et globalement, je rappelle que le titre de l'émission, c'est les nouveaux business models. On est là pour parler d'argent. Mais ceci étant, quand on voit que les nouveaux leviers, finalement, c'est le collaboratif, c'est le partage, etc. Et que le digital, qui était souvent présenté comme le méchant, etc. C'est ce qui rend tout ça possible, finalement. Ce devoir de curiosité, alors on est à la fin de cette émission, ce devoir de curiosité, il est pour tout le monde. Je ne sais pas, Céline, si vous êtes encore avec nous, on va faire un dernier tour de table. Céline, est-ce que vous êtes retournée dans votre hôtel de Hong Kong ou est-ce que vous êtes encore avec nous? Non, je suis avec vous, je suis voilà. là. Eh ben Céline, on va en tour de table de conclusion. Si vous deviez conclure, donner un dernier conseil par rapport à ce que vous avez donné et rebondir sur ce qui vient d'être dit, quelle serait votre conclusion enrichie par votre regard d'acteur en Asie, hein, tous ces réseaux formidables de nos expats qui peuvent nous donner plein d'infos et qui sont en action. Céline, c'est à vous. Alors moi, effectivement, je sais pas si c'est forcément quelque chose qui est en Asie, mais c'est vrai que cette histoire de collaboration est très importante pour les commerces. Et cette idée, alors il existe en Asie effectivement des collaborations, par exemple à Hong Kong, au niveau d'un mall, et où toutes les boutiques vont se regrouper pour faire un événement en particulier. Donc c'est vrai que la collaboration est hyper importante. Et il y avait une deuxième chose qui était importante, c'était le suivi des clients par la donnée. J'ai pas évoqué ça, mais pas pendant que je discute. Mais c'est quelque chose de très important également,
par exemple, si vous avez une donnée identique entre votre site internet et vos points de vente, si vous arrivez à centraliser la donnée, du coup, vous pourrez accueillir votre client de manière plus personnalisée. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui peut aider à la personnalisation de l'expérience et de la relation. Ouais. Eh bien Céline, Exactement. un grand merci pour votre disponibilité. Le saut Hong Kong-Singapour a été finalement pas si dommageable. Merci d'avoir su nous consacrer du temps. Vous réintervenez quand vous voulez à l'antenne de Connect Street. Alors, le dernier tour de table, Mathieu, on vous a pas entendu finalement, vous avez présenté votre solution. C'est par timidité, c'est par dites-nous tout. Non, pas du tout. C'est surtout que nous ne sommes pas commerçants, nous ne sommes pas représentants de commerçants non plus. On a juste une solution pour les commerçants, essayer de leur proposer d'avoir des revenus complémentaires. On parlait de lien social, c'est aussi ça, c'est redynamiser, apporter un peu d'argent, du complément de revenus. C'est de la rentabilité en plus, du lien social parce qu'il peut y avoir des échanges sur des campagnes un peu médias, mais c'est vrai que comment booster des commerces, nous on a notre façon de faire, notre idée, mais on n'a pas la science infuse, on ne sait pas. En tout cas, Mathieu, un grand merci déjà pour votre témoignage. Et puis surtout, maintenant, vous commencez à bosser. Parce que je rappelle pour tous ceux qui sont avec nous ici à Pau, eh bien qu'on aime bien parler des tendances du commerce, mais on aime mieux encore faire des démos, d'où ce décor de rue. Et vous êtes dans une des chaînes de valeur, vous êtes sur le programme de démo. Donc si vous n'êtes pas tous inscrits à des parcours, vous pouvez le faire toute la journée. Vous inscrivez, ce sont des démos de 2 minutes. Eh bien, qui sont faites par groupe. Vous voyez qu'il y a énormément de groupes actuellement qui visitent derrière vous eh bien, la plateforme de démo. Et donc, vous retrouverez la solution eh bien, de Message in a Window de Mathieu Darmondren. Merci d'avoir participé à ce focus. Daniela, votre conclusion, votre dernier conseil, le mot de la fin. Mon dernier conseil, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de tester et d'innover parce que souvent, on est gagnant. Justement parce qu'on part d'aventure humaine. Dans l'aventure humaine, il y a la passion, la joie, le plaisir de transmettre. Voilà, et tout ça, et que voilà, tous ces gens dont on parle à Hong Kong, heureux les curieux, etc., c'est tous des gens qui ont pensé à des solutions et qui les ont faites et qui y arrivent. Donc voilà. N'hésitez pas, ne nous éloignons jamais de cette notion. Plus on revient vers la notion de plaisir, de partage et d'humain, et plus la rentabilité là. Exactement. Un grand merci Daniela pour ce témoignage. Vous restez avec nous, je crois, une partie de l'après-midi, si certains de nos invités souhaitent échanger avec vous. Alors, lourde tâche, Philippe, d'avoir sur ses épaules la conclusion des conclusions, mais vous n'êtes pas président pour rien. Donc, effectivement, votre conclusion. Et puis, je crois que vous avez effectivement une démo d'ici la fin de l'après-midi, donc quelques éléments par rapport à tout ça. Très heureux de participer à cette journée. Je tiens à féliciter la CCI de Pau-Béarn pour cette initiative et son président Serge Galazzini qui est aujourd'hui en charge du commerce pour ce territoire. Évidemment, le commerce d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Nous devons être des alliés les uns et les autres, le digital, le physique, les collectivités, les consulaires, pour que demain on gagne ensemble le défi de l'économie. Prendre des risques, c'est le lot de chacun. Quand on devient entrepreneur, on a pris un jour un risque et on doit le développer, on doit faire preuve d'audace, on doit adapter notre commerce, quel que soit le métier que l'on exerce. Des fois, on peut penser qu'un buraliste, c'est un métier à part. Non, c'est avant tout un commerçant, un boucher est un commerçant, un magasin de prêt-à-porter est un commerçant. Et on a tous les mêmes contraintes, les mêmes enjeux et la même envie, c'est gagner notre vie en travaillant, faire aussi plaisir à nos clients, bien les accueillir. Si on parle de digital, il faut aussi penser à la coque de nos magasins et c'est tout l'enjeu aussi d'avoir des espaces marchands, des espaces retail, comme vous dites, avec tout cet anglicisme qui m'agace un petit peu, mais en tant que Béarnais, je vais essayer. On s'appelle Connect Street, on est connecté. Et moi, je m'appelle Coy, mais je suis Béarnais quand même, je vous rassure. Et bien évidemment, il faut penser au digital, mais il faut que le client sache aussi retrouver ce confort dans le lieu physique, avec un environnement confortable, agréable et aussi adapté. Et là, je vais faire plaisir au président Galazzini, ses horaires, parce que si on sait commercer sur Internet H24, bien évidemment, on ne va pas ouvrir H24, mais en tous les cas, aujourd'hui, il faut revoir aussi les conditions d'accueil de nos clients. Fermé entre midi et 2, excusez-moi, ce n'est plus possible dans un monde de consommation tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Tous commerçants, nous dit Philippe. Et oui, si vous êtes boucher, vous voulez vous reposer entre midi et deux, et que vous avez la place, ouvrez un mini espace de restauration, mettez-le en concession. Si vous êtes restaurateur et que l'après-midi, votre resto est fermé, vendez des livres, faites des espaces de jeu, faites du ludique. En fait, vous avez d'un côté un espace de vente et de l'autre un savoir-faire commercial. Il ne tient qu'à vous d'en profiter. Belle philosophie et du coup, ravi d'avoir quelqu'un autour de la table qui a un nom qui finalement résume toute la philosophie de cette émission. Heureux les curieux, heureux les commerçants curieux, c'est sûrement une des clés pour booster les nouveaux modèles de votre commerce. Merci à vous d'avoir assisté bien nombreux à cette émission. Merci à vous qui les suivez en direct. Je vous rappelle que si vos amis n'ont pas pu se déplacer, ils peuvent suivre en direct sur YouTube et sur le site de Connect Street les directs de nos émissions. Vous pourrez les retrouver également en replay. Et puis maintenant, pour ceux qui êtes avec nous et si vous n'êtes pas encore inscrits sur des parcours de visite, vous n'êtes pas sur un salon, vous êtes sur un méga démonstrateur. C'est-à-dire que tous les exposants ici même ont préparé une présentation, un cas d'usage de 2 minutes seulement. Et en vous inscrivant à des parcours thématiques, vous allez avoir 5, 10, 15, 20 exemples de 2 minutes pour répondre à vos problématiques à vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, profitez-en. Pour ma part, je vous souhaite à tous à très vite. On se retrouve dans pas longtemps pour notre prochain focus. Merci et au revoir.